Aujourd'hui, amis réfractaires, on est à Bruxelles pour parler du Parlement européen. Et vous savez qu'au Canard, on adore la bureaucratie qui permet de voler la souveraineté au peuple et imposer des dogmes libéraux. On kiffe ça. Mais plutôt que de partir dans d'interminables explications sur les institutions européennes, mes couilles, machin, on va plutôt parler d'un petit détail qui est passé inaperçu. On va parler du prix Sakharov qui récompense des activistes qui luttent pour les droits de l'homme et pour les libertés fondamentales. Sakharov qui était lui-même un opposant de l'URSS. Et les lauréats reçoivent un beau cadre du Parlement avec un chèque de 50 000 €. Et à quoi ça sert un tel prix ? Évidemment, ça sert à pas grand chose. Mais si on y regarde de plus près, on peut apprendre beaucoup de choses du Parlement européen et de sa vision du monde. Et notamment le fait que ce prix soit un tout petit, mais juste un tout petit peu politique, mais rien de plus que ça, juste un petit peu. On se retrouve avec de nombreux contestataires cubains, biélorusses, chinois, vénézuéliens, des Iraniens ou encore des Russes. Bref, c'est quasi systématique. À chaque fois, le prix est remis à des opposants politiques de pays adversaires des États-Unis et de l'Europe. C'est bizarre, c'est comme si la notion de droit de l'homme était utilisée par nos amis bourgeois pour condamner telle ou telle personne et que c'était juste une variable d'ajustement qui pouvait changer au fil du temps, quoi. Et franchement, on s'attendait pas à ça de la part de l'Union européenne. On ne retrouve évidemment aucun mot sur le blocus organisé par les États-Unis contre Cuba, le Venezuela ou l'Iran, ou ceux qui s'organisent pour contourner le blocus pour nourrir des millions de gens qui mériteraient peut-être aussi ce prix Sakharov, mais qui finissent expatriés par les États-Unis. Et comme le veut la tradition, c'est encore un opposant d'un régime ennemi qui a été récompensé cette année. Et d'ailleurs, vous le connaissez peut-être puisqu'il s'agit de Navalny, un journaliste qui a dénoncé les corruptions en Russie. Et d'ailleurs, Navalny, on pourra en faire un épisode entier sur ses relations, sur tous les trucs un peu louches qu'il y a là-dessus, mais on va se concentrer sur quelque chose qui est un petit peu contradictoire. Admettons que ce soit un journaliste qui a fait de grandes révélations, il est quand même marrant de souligner que le Parlement vient de récompenser un type d'extrême droite, candidat au municipal en Russie qui a mené une campagne anti-migrants et qui n'hésite pas à comparer les Tchétchènes à des cafards dont il faudrait se débarrasser. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Donc maintenant, on sait, pour le Parlement européen, tu peux être un gros raciste sa mère, par contre, si t'es contre Poutine, ça passe, on te récompense et on te file 50 000 balles. Ça me rappelle un peu les droitards qui se solidarisent avec des LGBT seulement quand ils sont islamophobes. Sauf que là, la nuance qui rend le truc encore plus insupportable, c'est déjà que c'est le pouvoir en place, mais surtout que c'est fait au nom des droits de l'homme. C'est de la grosse connerie quand même. Et évidemment, il y a une comparaison à faire entre Navalny et un autre journaliste que vous connaissez bien, mais c'est pas moi qui vais la faire cette fois, c'est Emmerich, qui est lui en direct de Strasbourg. Ah oui, je suis à Strasbourg. Bon, je vais reposer ça. En fait, très simplement, selon que ce soit pro ou anti-états-unien, vous allez avoir des choses qui sont très similaires qui vont être considérées de manière totalement différente. Soit on a d'un côté des lanceurs d'alerte courageux, des croisés contre la corruption et tout ça, soit vous avez des hackers aux intentions douteuses qui vont chercher dans des blocs de données. Et oui, là clairement je compare d'un côté Navalny et de l'autre Julian Assange, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve exactement la même différence de traitement entre les deux lanceurs d'alerte, les deux journalistes, dans nos chers médias de milliardaires français. C'est bizarre, quand même, normalement, libéré du fardeau, du poids de l'État français, de l'ORTF, il devrait pouvoir être critique, être distant des différentes influences étrangères, ça devrait normalement nous éclairer grâce à cette privatisation des médias. Non, nos chers médias sont atlantistes de ouf, et ça se voit vraiment comme le nez au milieu de la figure. Regardez par exemple ce que fait Le Monde avec le cas de Navalny le 2 février 2021. Alors après avoir présenté tous ses diplômes, de très jolis diplômes, on dit que il mène une croisade contre la corruption et le pillage des ressources d'État. Il est un des visages et une des voix de la mobilisation contre la falsification des résultats des législatives de 2011. Et puis derrière, on vous raconte que dans le sillage de ce mouvement de contestation, il est emprisonné pendant quelques jours, les premiers d'une longue série de passages derrière les barreaux. Et alors quand ça parle d'Assange, on n'est plus du tout sur la même thématique. Vous allez voir, là on est le 25 février 2020, c'est vraiment pas pareil. Julian Assange n'est pas un client facile, et le journal va même poser la question de savoir s'il est soit un lanceur d'alerte courageux, acharné à révéler des vérités utiles mais dérangeantes, ou un hacker militant de la transparence dévoyé, qui aurait été piégé par un Donald Trump dont il aurait aidé à l'élection. Alors c'est marrant parce que vous voyez que pour Navalny, la question n'a pas été posée du tout. Et alors après, Le Monde parle de la bisbille qu'ils ont eue avec Julian Assange, puisqu'il y a eu un petit problème au niveau des révélations qu'ils ont eues. Le Monde ne voulait pas révéler les noms, et Assange a quand même révélé les noms. Et du coup, juste après, on parle direct de
Julian Assange ne s'est comporté ni en défenseur des droits de l'homme, ni en citoyen respectueux de la justice. Alors là, on est à fond, quoi. Alors Le Monde dit finalement que ce serait quand même pas dingue d'extrader Julian Assange. C'est gentil, hein, de soutenir comme ça, mais franchement, ce soutien, c'est quand même un sacré crachat qui sent quand même bien le somme de la part du Monde de la digestion de cette fameuse bisbille qu'ils ont eue au moment de révéler les noms dans les révélations de 2011. Et du coup, il y a rien non plus sur le fait que la procédure d'extradition, elle est complètement illégale, qu'elle se base sur rien du tout, que l'emprisonnement de Julian Assange depuis 10 ans se base sur que dalle. On ne parle pas du tout du fait que les justices européennes sont instrumentalisées dans un but précis qui est une chasse à l'homme contre Julian Assange. Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent, qui ne sont pas dites par Le Monde. Bon, là, j'ai pris le cas particulier du journal Le Monde, mais en vrai, si vous regardez les radios, les télés, et puis les autres journaux même, vous allez voir que le traitement est à peu près similaire à ce que je viens de vous décrire là. Navalny, c'est un lanceur d'alerte, un héros, un croisé, presque un chevalier de la démocratie, alors que Assange, c'est un hacker flou, un type douteux, à l'idéologie dévoyée, pour faire gagner un candidat honni qui était Donald Trump en 2016 par exemple. Si on compare le nombre d'articles qui apparaissent quand on tape Assange ou Navalny depuis 2 ans dans les pages de recherche des sites des journaux français, y a pas photo en fait. Navalny apparaît bien plus souvent que Julian Assange. Et si on remonte à 10 ans d'archives, là par contre, on s'aperçoit que les deux apparaissent autant. Alors ça pourrait être un signe d'égalité entre les deux journalistes, sauf que d'un côté, on a Navalny qui parle de révélations de corruption en Russie, et de l'autre, Julian Assange qui parle de révélations mondiales sur la diplomatie des États-Unis, donc les relations avec les pays étrangers, notamment les relations avec la France, donc ça a beaucoup plus d'impact pour nous que les révélations de Navalny. Petit détail très rigolo, sur le site du prix Sakharov, il y a ce passage-là. Ouais, c'est rigolo, hein. C'est marrant. C'est marrant. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que à la base, il y avait 2 autres candidats pour remporter le prix Sakharov cette année. Tu avais les femmes afghanes, voilà, et tu avais une certaine Janine Agnès. Alors bon, les femmes afghanes, c'est pas une très grande prise de position courageuse, hein, vu que ça récompense des victimes sans désigner de coupables, comme ceux qui ont commencé des guerres interminables là-bas, ou qui ont balancé la plus grande bombe conventionnelle de l'histoire il y a quelques années. Mais après, tu vois, les femmes afghanes, ça correspond quand même aux droits de l'homme. C'est facile, mais ça passe. Par contre, Janine Agnès, ça, c'est toute une autre histoire. On en a souvent parlé ici. Janine Agnès est une opposante bolivienne au régime socialiste qui a organisé un coup d'État avec l'aide de l'armée et des religieux après l'élection d'Evo Morales. Elle se basait pour ça sur des rumeurs de fraude électorale qui avaient été annoncées par un rapport états-unien qui était bien sûr bidon. Au final, la nouvelle élection a réélu le parti de Morales qui a pu rejoindre son pays après avoir été contraint à l'exode. Donc le Parlement était prêt à récompenser une personne qui a organisé un coup d'État militaire et religieux dans un pays démocratique, le tout avec l'aide et l'ingérence des États-Unis. Voilà. Donc ça, pour l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Après, c'est aussi peut-être que la Bolivie est depuis plusieurs années un des pays socialistes les plus stables de la région, qu'ils ont nationalisé l'ensemble de leur industrie pétrolière en 2006, qu'ils ont la 2e réserve de gaz d'Amérique du Sud, la 1re réserve mondiale de lithium, et qu'ils se sont débarrassés en quelques années des aides états-uniennes et divisé la pauvreté par 2 grâce à la redistribution des richesses. Et du coup, là, on apprend qu'un pays socialiste et démocratique qui se solidarise avec Cuba, qui se solidarise avec le Venezuela, qui dénonce les ingérences états-uniennes et qui divise par 2 la pauvreté dans son pays, ça, c'est un adversaire politique de l'Union européenne. Mais la Bolivie, c'est pas parfait, évidemment, on vous mettra les liens en description du Monde diplomatique, qui parle très bien des contradictions, des trucs comme ça. Mais le peu qu'ils ont fait, ça suffit pour en faire un adversaire. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette petite histoire ? Moi, je pense que déjà, la diplomatie européenne, elle a absolument aucun sens. Tu peux pas à la fois soutenir les droits de l'homme et tout ça, et te servir de ce vernis pour récompenser seulement des opposants politiques à des régimes que t'aimes pas, quoi. Surtout quand on arrive à aller récompenser des putschistes ou alors des énormes racistes, et ça tout en faisant en sorte que l'Union européenne se cache les yeux de la situation qui est directement sur son sol, la situation de Julian Assange, qui est enfermé depuis 10 ans. Et quand on arrive là, il y a une conséquence qui est assez fondamentale, c'est que tout le monde se fout de la gueule de l'Europe. Il y a la Russie qui a dit qu'ils avaient aucun respect pour la décision de remettre le prix à Navalny, mais vraiment c'est le cas du monde entier, c'est-à-dire que l'Union européenne s'est vue comme une coquille vide un peu partout, il y a que des journalistes un peu crédules qui croient encore en l'avenir de l'Europe, quoi. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est quoi ? C'est des gros chèques de subventions, c'est des récompenses à paillettes, c'est des bâtiments de la bureaucratie, et c'est des effets de com ratés, quoi. Qu'est-ce qui reste autrement à l'Union européenne que tout ça ?
ça, et qu'est-ce qui lui donne sa légitimité aussi? Qu'est-ce que c'est finalement la ligne de l'Europe? L'espoir, la fraternité, aller contre la guerre, l'union, c'est même le nom, l'Union Européenne. Mais non, rien, ça s'effondre, l'Europe s'effondre. Surtout après le départ des Anglais, la désobéissance des Allemands et la remise en cause des traités par la Pologne. Les brèches sont multiples et il n'y a pas grand-chose à part l'autoritarisme pour les colmater. Alors évidemment, la Pologne, eux, ils sont contre le droit européen, tout ça, juste pour pouvoir faire des lois contre les homosexuels qui va les réprimer encore plus. Parce que c'est bien connu, les droitards, une fois au pouvoir, ils veulent bien affronter les traités pour tabasser les LGBT, mais par contre, pour retrouver une démocratie ou pour faire des choses économiques qui ont un peu de sens, là, ils sont à genoux devant les traités, il n'y a pas de souci. Comme quoi, il y a la désobéissance, mais il y a surtout pourquoi on désobéit qui est assez important. Bref, la bureaucratie européenne s'effondre et on va voir émerger partout des réactions à cet effondrement. Et du coup, il y a des fortes chances qu'à l'avenir, ce qu'on va retrouver, c'est surtout la souveraineté des nations. Mais du coup, la nuance qu'il faut apporter, c'est de savoir est-ce que oui ou non, cette souveraineté, ça va se faire d'un plan un peu réactionnaire comme il se passe en Europe de l'Est, ou alors cette réaction, on peut aussi s'en servir pour réinstaurer une souveraineté démocratique et populaire dans le pays, de socialiser ce qui est nécessaire, de rétablir l'égalité et la justice par exemple. Et le tout avec une belle internationale évidemment. Du coup, c'est soit l'un, soit l'autre, mais croyez-moi, on va pas laisser le hasard décider. Et on vous voit déjà dans le fond essayer de nous accuser d'être pro-russe. On est contre tous les impérialismes, hein. Simplement, les grands chantres de la démocratie qui font croire que ce sont les grands défenseurs des valeurs humanistes, de l'humanité, c'est bien l'Union Européenne aujourd'hui avec ce prix débile là. Nous, notre message du coup à l'Union Européenne, c'est de se mettre en cohérence avec ses principes et de nous rendre Assange. Ou alors il la ferme. Et donc vous l'aurez compris, pour nous la question c'est même pas de savoir s'il faut rester ou pas dans l'Union Européenne, s'il faut pas quitter ce truc de merde, non, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bâtiments une fois que tous les bureaucrates seront partis. Et là, c'est un vrai travail constituant, mine de rien. Hein. Sur ce, amis réfractaires, on se retrouve pour de prochaines vidéos très vite. On a 2 à 3 par semaine. Des bisous. Salut.